La première chose, avant de rentrer dans l'histoire, je voudrais poser la question que tout le monde se pose. Faut-il regretter ce vote? Oui ou non? Car les options, et la réponse n'est pas oui ou non, la réponse est oui et non. Car les options qui étaient présentées aux Anglais conduisaient toutes deux à une impasse. M. Cameron, persuadé de gagner le référendum et de consolider la majorité qu'il s'était acquise aux communes peu de temps avant, a exigé des 27 3 concessions avant le référendum. Ces 3 concessions, et j'y insiste énormément, c'est capital. Ces 3 concessions étaient les suivantes. La première, elle était purement démagogique, ça consistait à faire accepter que, avant que l'on puisse, qu'un immigrant européen puisse bénéficier en Angleterre de la sécurité sociale, des avantages sociaux, etc., il faudrait que s'écoule une période de 7 ans au lieu de la période de 2 ans. C'était de la démagogie pure, c'était essayer de caresser dans le sens du poil tous les ennemis de l'immigration et tous les pourfendeurs de l'immigration. Le deuxième volet était, lui, fondamental. C'est que M. Cameron avait obtenu des 27 qu'il y ait dérogation à l'article 1 du traité de Lisbonne. Et que dit-il, cet article 1? Il dit que l'objectif de l'Union européenne, c'est de créer des liens de plus en plus étroits entre les États membres. Or, c'était précisément de cette disposition que M. Cameron voulait s'affranchir. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, les enfants, j'ai plus envie de jouer avec vous. Je me mets en dehors. Et que les 27 aient accepté cette concession, si l'on peut dire, j'allais dire cette lâcheté, mais on appellera une concession, et quelque chose qui était totalement destructeur. Car cela revenait à dire et à confirmer, et vous allez voir que ça a été le cas pendant des décennies, ça voulait dire tout simplement que l'Angleterre pouvait choisir ce qui lui convenait ou pas dans le programme européen et dans tout ce projet d'unification que nous avions mis en chantier maintenant il y a 68 ans. Alors, donc on était là dans une situation impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Anglais avaient accepté de rester dans l'Union, on aurait tenté d'appliquer ces 3 dispositions. Est-ce que j'ai cité la 3e? Je ne suis pas sûr. Vous voyez, heureusement que vous êtes là. Mais la troisième était une manifestation de pure arrogance. Je ne dirais pas arrogance britannique, je les aime trop, mais c'était tout de même une parfaite arrogance qui consistait à exiger un droit de regard sur la politique de l'euro. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'euro, hein, on vous regarde de loin, mais on veut avoir un droit de regard et on ne veut jamais être impliqué dans le sauvetage de tel ou tel pays qui serait en difficulté. Donc, encore une fois, alors ça c'est de l'arrogance pure, mais le fait que les 27 aient accepté ce principe reste tout de même assez confondant. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais, est-ce qu'il faut regretter? C'est oui et non. En fait, il ne faut pas le regretter parce que le maintien nous aurait conduit à une situation absolument impossible à gérer, parce qu'il lui fallu, là encore, modifier les traités, puisqu'il demandait une modification des traités, ce qui est un processus extrêmement difficile, extrêmement périlleux, comme on l'a vu à l'occasion de tous les référendums que par-ci, par-là, on a pu faire sur le sujet. Donc, en fait, il faut probablement rien regretter, parce que il s'agit de construire quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait différent.
Alors, y arrivera-t-on ou pas? Ça, je n'insisterai pas. Ce que je voudrais dire, et c'est la raison pour laquelle je reste aussi ambigu sur la réponse que les Anglais auraient dû apporter à ce projet de Brexit, c'est que l'Angleterre bénéficiait déjà et bénéficie d'un nombre considérable d'exemptions. Et il y a en 2016, à cette date-là, il y avait 4 États membres qui jouissaient d'une option de retrait sur une ou plusieurs politiques de l'Union européenne. C'était le Danemark, l'Irlande, la Pologne et le Royaume-Uni. Et pour le Royaume-Uni était le pays qui bénéficiait du plus grand nombre d'exemptions. Le Royaume-Uni était exempté de l'espace Schengen, exempté de l'Union économique et monétaire, qui est, comme vous le savez, la phase indispensable, imposée pour déboucher un jour ou l'autre sur l'euro, qui reste tout de même dans les traités l'objectif global, l'objectif général de l'Union européenne. Ils ont refusé la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est-à-dire toute forme d'Europe sociale à la limite. Ils ont refusé l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Ils ont refusé le pacte budgétaire européen, c'est-à-dire le fait de s'imposer un minimum de discipline dans la gestion de ses finances. Et enfin, ils ont bénéficié, depuis Mme Thatcher, du fameux rabais britannique. Ça fait quand même beaucoup. Donc je voulais faire un peu d'histoire, je vous avais annoncé un peu d'histoire, et juste pour rappeler que, d'abord, que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, c'est pas quelque chose de très 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 ancien, hein, n'existe que depuis 1922, au moment où l'Irlande a été coupée en deux. Donc, ça, en fait, ce qui est important, c'est que ce royaume et sa succession, au fond, il y avait un royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande jusqu'en 1922. Et auparavant, et là je vais vous surprendre, auparavant, le Royaume-Uni intégrait la France. Le roi d'Angleterre, Georges III, n'a renoncé au titre, bien du titre, il n'a renoncé au titre de roi de France qu'en 1801. C'était hier. Alors, on n'a bien entendu pas attendu le tunnel sous la Manche hein, pour qu'il y ait un trait d'union entre les îles britanniques et l'Europe. Dans ce premier temps, d'ailleurs, bon, vous avez eu les Romains qui ont occupé l'Angleterre. Vous avez les Saxons, dont le poids est extrêmement important, et qui ont joué un rôle culturel absolument essentiel. Vous avez ensuite les Vikings, et qui ont précédé les Normands, et puis les Normands, Guillaume le Conquérant, 1066, la bataille de l'Isthmus, vous savez tous, vous l'avez vu au lycée. Bref, ce qui est intéressant, c'est de voir comment toute l'histoire de l'Angleterre, du Royaume-Uni, se confond avec l'histoire du continent. Et ceci, ça se traduisait aussi à travers des alliances multiples. Hein. Les souverains britanniques avaient développé des alliances avec les souverains de Castille, notamment, avec l'Aragon, et avec aussi bien la France, l'Allemagne, etc. Hein, n'oubliez pas qu'une reine d'Angleterre était aussi reine de France. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, ça va vous ennuyer, mais c'est assez intéressant. Je voudrais juste rappeler une chose. La reine Victoria, un oncle de la reine Victoria avait épousé une fille de Louis-Philippe. Et la reine Victoria était tout simplement la grand-mère du Kaiser. Donc le Kaiser, contre lequel toute l'Europe s'était coalisée, était le cousin de George V, roi d'Angleterre.
Donc, vous voyez, tout cela est extrêmement important. Donc, pour rester sur une notion d'histoire, la naissance de l'Angleterre moderne, c'est Élisabeth, la grande Élisabeth Ier, au milieu du XVIe siècle. Et ça a été très important parce que ça ne signifiait pas pour autant, et c'est elle qui a défini la doctrine maritime, la vocation maritime de l'Angleterre à ce moment-là, qui était d'ailleurs assez tardive, parce que la vocation maritime de l'Angleterre, elle est arrivée bien après l'Espagne et le Portugal. Donc, c'était en fait, il s'agissait tout simplement de faire concurrence, et je m'arrêterai là. Cela étant, je voudrais juste citer, car ça montre bien le lien étroit de l'Angleterre avec le continent, c'est qu'il y avait un poète anglais qui s'appelle John Donne. John Donne, c'est la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Un poète que connaissent tous les écoliers anglais. Et qui, dans un des poèmes, disait la chose suivante. Nous sommes au milieu du XVIe siècle. Aucun homme n'est par lui-même une île. Chacun est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Donc toute l'histoire de l'Angleterre va se dérouler sur les mers, c'est vrai, mais avec un seul souci concernant le continent. La seule politique, et vous allez voir, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. La seule politique de l'Angleterre, c'était nous avons une ambition maritime, mais nous voulons être en permanence garants de l'équilibre des forces et des pouvoirs sur le continent européen. Sous-entendu, c'est la seule condition à laquelle nous pourrons avoir accès aux ports européens. Donc, une stratégie qu'on va voir et qu'on va retrouver par la suite tout le temps. Ce jeu de balancier de l'Angleterre à l'intérieur de l'Europe, qui faisait des alliances, qui les défaisait, qui en refaisait d'autres, etc. Alors, pendant toutes ces périodes où il y avait des va-et-vient dans la politique britannique, vous avez eu un intermède intéressant qui était ce qu'on appelait les guerres françaises au XVIIIe siècle. Vous avez tous entendu parler de la célèbre bataille de Fontenoy, messieurs les Anglais tiraient les premiers. Eh bien, ça a été un des épisodes de ce jeu permanent d'équilibre que l'Angleterre a joué sur le continent européen. Et ça, c'est un point qui est important parce que on va le retrouver jusqu'à Madame Thatcher. Et vous allez voir comment ça s'est traduit dans le cas de Madame Thatcher, notamment, vous en souvenez tous, sa déclaration selon laquelle la réunification de l'Allemagne était inopportune. Signé Margaret Thatcher. Bref, à côté de ça, c'était assez intéressant parce que se développait la politique impériale. Et la politique impériale du Royaume-Uni a reposé sur un principe dont les Anglais, d'après les Anglais, les Britanniques indifféremment, dont les Anglais ont été les fondateurs. Le fédéralisme. Ce sont les Anglais qui ont inventé le fédéralisme. Et je voudrais à ce sujet-là juste citer, parce que ils avaient besoin de ces notions de délégation de pouvoir, de manière à se donner les moyens de gérer un ensemble qui, le monde entier, c'était la plus grande puissance coloniale du monde. Et cela étant, ça n'a pas empêché un politologue anglais qui s'appelait John Seeley d'écrire en 1871, et je vais vous lire ce qu'il a dit parce que c'est stupéfiant. Je cite: « Les nations européennes doivent se constituer en quelque forme de fédération. Nous ne pourrons éliminer les guerres en Europe que par la mise en place d'une nouvelle citoyenneté. » Ça vous dit quelque chose tout ça, hein? Nous devons cesser d'être simplement anglais, français, allemands,
et devons tout autant être fiers de nous appeler Européens. Tous les schémas qui proposent de constituer l'Europe par une addition des États qui la composent sont voués à l'échec. La fédération voulue est une réelle union des peuples. On dira du Jaumenet, hein. Alors, arrive la Grande Guerre. Bon, déjà 19e siècle, c'est équilibre, etc. Arrive la Grande Guerre, là c'est très simple. L'Angleterre a joué un rôle essentiel dans le déclenchement et dans la victoire de la Grande Guerre. Et l'élément déclenchant, ça a été l'invasion de la Belgique. Hein, lorsque, le 4 août 1914, les Allemands ont envahi la Belgique, le lendemain, l'Angleterre déclarait la guerre. Pourquoi? Plusieurs raisons. Mais la première, c'était la Belgique, c'était le port d'Anvers, c'était l'entrée à l'Europe. Toujours la politique des ports. Ce qui n'a pas empêché, d'ailleurs, à la fin de la guerre, à l'issue du conflit, un professeur au Collège d'Europe, qui s'appelait John Pinder, qui a écrit « La Première Guerre mondiale a clairement démontré la futilité des idées selon lesquelles le destin du Royaume-Uni serait distinct de celui de l'Europe continentale. » Ça date de 1919. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres? L'entre-deux-guerres, ça a été toujours ce jeu de bascule. D'ailleurs, on a toujours reproché au gouvernement MacDonald, par exemple, d'être pro-germanique. Ensuite, il y avait des gouvernements qui étaient considérés comme pro-français. Bref, et il y a toujours eu ce jeu de bascule. Et c'était assez intéressant parce que ce jeu de bascule européen, c'est-à-dire divisé, en fait, c'était même pas divisé pour régner, mais c'était franchement divisé, c'était pas unifié, en dépit des positions de tout un groupe de fédéralistes, et en dépit des positions qui étaient franchement fédéralistes et européennes, qui se sont développées dans l'entre-deux-guerres. Et je veux citer dans ce vigoureux courant européen, il y avait Aristide Briand, il y avait Paul Valéry, il y avait Coudenhove-Kalergi, il y avait De Gasperi, il y avait Philippe-Henri Kerr, donc une vision fédéraliste qui prenait forme, la nécessité de faire une Europe unie. Et la guerre, arrive la guerre. Alors la guerre, 1939, c'est un nouveau tournant dans l'histoire de la relation de la Grande-Bretagne au monde. Et je voudrais là évoquer quelque chose que tout le monde ne connaît pas, c'est qu'il ne tenait qu'à un fil qu'aujourd'hui, nous soyons tous citoyens du même pays, que nous soyons anglais ou français. Et vous allez voir ce qui s'est passé en juin 1940, peu avant le fameux appel du 18 juin. Aujourd'hui, nous serions tous franco-anglais, je ne sais pas comment on aurait appelé ce nouveau pays, nous aurions tous un même drapeau, un seul parlement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, Paris a été occupé le 14, je crois que c'était le 14 juin. Le 14 juin 40. Et la veille de l'occupation de Paris, pour ça n'a aucun rapport, mais ça vous permet de situer les dates, Jean Monnet avait tout simplement mis au point un texte qui était en fait un projet d'union indissoluble entre les deux pays, entre l'Angleterre et la France. Et c'était un texte qui aurait changé le cours de l'histoire. Parce qu'une union indissoluble, qu'est-ce que ça voulait dire? Les armées étaient pratiquement intactes, de part et d'autre. Les Anglais avaient perdu 70 000 hommes à Dunkerque, mais l'essentiel
L'armée anglaise, c'était 350 000 hommes, une chose comme ça était là. En France, il y avait 450 000 hommes, ça faisait 800 000 hommes qui étaient disponibles et qu'on pouvait rapatrier soit sur l'Angleterre, soit sur l'Afrique du Nord. Quelle était la proposition de Monnet? Plus qu'un gouvernement, des ministères communs, la fusion des deux parlements et l'attribution d'une citoyenneté commune aux deux peuples. Et la courte déclaration d'union se concluait par ces mots: l'union concentrera toutes ses énergies contre la puissance de l'ennemi, où que se livre la bataille, et ainsi nous vaincrons. De Gaulle a donné son accord à ce texte. Churchill l'a confirmé. De Gaulle est allé à Bordeaux, où le gouvernement français s'était replié. Il a présenté le projet, de Gaulle, en l'appuyant, puisque de Gaulle était secrétaire d'État à la guerre du gouvernement Reynaud. Et il présente ce projet à Reynaud qui n'en revient pas, et s'engage polémique violente entre Paul Reynaud, de Gaulle, d'une part, et Végan, les Végan, Boutillier, tous ces gens-là, Chautran, etc. Et finalement, la bataille est perdue. Il y avait Pétain, bien entendu, hein, lorsque je vous cite Végan, c'était Pétain en tête. Hein, et le projet a tombé. Et ce projet, il montrait bien combien il y avait cette proximité, comment cette proximité existait entre le continent et l'Angleterre, et combien finalement nous aurions été tous concernés aujourd'hui. Alors, donc, après la guerre, l'unification de l'Europe revient à l'ordre du jour. C'est assez intéressant parce que l'Angleterre, à ce moment-là, hésite. C'est un monde qui est bipolaire, hein, l'Union soviétique d'une part, les États-Unis de l'autre. Il n'y a rien d'autre. Hein. Et dans ce monde bipolaire, l'Angleterre hésite. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans quelle direction allons-nous aller? Churchill, à ce moment-là, voit la Grande-Bretagne comme un fédérateur de l'Europe. Mais chose intéressante, fédérateur de l'Europe, mais pas acteur. Autrement dit, l'Angleterre se voyait volontiers, restant fidèle d'ailleurs aux vieilles traditions. Hein. On va essayer de garantir un équilibre en Europe, et nous, le Royaume-Uni, nous serons tout simplement l'arbitre de cette fédération, que nous souhaitons de tout cœur, et que Churchill a souhaité d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon, à ce moment-là, les Anglais se sont dégagés de l'Empire, il y a eu le dégagement militaire à l'est de Suez. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le budget militaire de l'Angleterre dépassait 6% du PNB. Hein, alors qu'aujourd'hui, on considère 2% comme un objectif ambitieux, à cette époque-là, c'était l'Angleterre 6%. Donc il fallait absolument se dégager à l'est de Suez, ce qui a été fait. Là-dessus, sur ces entrefaites, le fiasco de Suez fait que l'Angleterre était véritablement en 1957, lorsque Macmillan succède à Eden, ils étaient au pied du mur. Est-ce que ce sera l'Empire ou est-ce que ce sera l'Europe? Alors, à ce moment-là, c'est le moment à ce moment-là où se signe le traité de Rome. Alors c'est tentant de dire, bah, oui, et si c'était l'Europe, pourquoi pas l'Europe? Eh ben non. Le Royaume-Uni refuse d'y participer et crée une association de libre-échange. 2 ans après, plus de la moitié des transactions, ou en tout cas, il y avait plus de transactions avec le nouveau marché commun qu'il n'y en avait avec cette fameuse association de libre-échange. Donc, il
fallait se rendre à l'évidence. On a voulu trouver une troisième voie, qui était la ELE, ça ne marche pas, alors on revient sur l'Europe. On revient sur l'Europe, et alors on pose candidature 2 fois de suite, et 2 fois de suite, le général de Gaulle le refuse. On le refuse pourquoi? Premièrement, c'était qu'on considérait que les Anglais n'acceptaient pas de suffisamment bon cœur la politique agricole commune. Deuxième raison, l'Angleterre était trop endettée, trop fragile pour adhérer à la CE. Et troisième raison, et pour De Gaulle c'était peut-être la raison principale, l'Angleterre est trop atlantiste à son goût. Donc il est vrai aussi qu'à côté de ça, les choses n'étaient pas aussi simples. Harold Wilson, qui était le négociateur, qui était Premier ministre à ce moment-là, a demandé tant de dérogations, tant de choses exceptionnelles, et il a voulu des arrangements appropriés dans tellement de domaines que finalement, et il voulait une très longue période de transition, puisque finalement ça n'a pas marché. Donc, tout ça, 63, 67, ça échoue. En juin 70, les négociations d'adhésion reprennent. C'était sous Edward Heath d'une part, Pompidou de l'autre. Elles aboutissent. Et en 73, la petite Europe s'est agrandie de 3 membres, c'est-à-dire le Royaume-Uni, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark, sachant que la Norvège avait aussi négocié, et qu'il y avait eu un référendum en Norvège, qui fait que la candidature norvégienne a été abandonnée. Bon, c'est une chose... Bon. Alors, moyennant quoi, on rentre en 73, 1er janvier 73, ça marche, énormément de tensions, énormément beaucoup de travaillistes contre, et c'est finalement grâce à l'appui des conservateurs que Harold Wilson prend le risque de faire, ça vous allez le retenir, le premier référendum de l'histoire de l'Angleterre. Les règles constitutionnelles, le fameux Bill of Rights de l'Angleterre, ça date de 1689. Donc c'était installé une tradition constitutionnelle, si vous voulez, en tout cas institutionnelle. Il n'y a jamais eu de référendum. Et Wilson s'est dit, moi, j'en rencontre trop de tensions, donc là, je vais soumettre ce projet à référendum. Et le référendum a eu un résultat spectaculaire, puisque le 5 juin 1975, 67,2% des suffrages en faveur du maintien, grâce notamment à un appui important des conservateurs. Alors, on arrive maintenant au je m'excuse, je ne suis pas trop long. Bon, alors maintenant,